Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce deuxième épisode des podcasts de la recherche stratégique, un nouveau format audio créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. À chaque épisode, nous échangerons avec un chercheur sur une nouvelle thématique liée aux politiques de défense et de sécurité en France et à l'international. Aujourd'hui, nous allons discuter avec François Hesbourg autour des conséquences pour l'Europe de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et conseiller spécial à la FRS. Depuis le début de l'année 2018, les États-Unis et la Chine se sont engagés dans un bras de fer commercial. Donald Trump avait lancé les hostilités en augmentant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour protéger l'économie américaine. Puis la Chine a répondu en surtaxant les produits américains. Alors François Hesbourg, une première question. De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la concurrence stratégique entre Américains et Chinois ? La concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine, c'est une affaire que l'on peut dater de façon assez précise à l'année 2002. C'est en 2002 que dans leur concept stratégique de l'époque, les États-Unis, en l'occurrence la Maison-Blanche, déclarent que la Chine est en train de devenir le peer competitor, le concurrent, le cas échéant paritaire, des États-Unis, le père des États-Unis, dans les années qui viennent. Lorsque cette affirmation a été lancée, les États-Unis avaient d'autres priorités. On était dans l'après-11 septembre, on était dans le prélude à l'invasion de l'Irak, et pendant une dizaine d'années, la question de la concurrence stratégique de la Chine est restée en toile de fond avec peu de visibilité. Et ça démarre de façon un peu plus spectaculaire au début du second mandat du président Obama, lorsque celui-ci décrète ce qui était nommé à l'époque le pivot vers l'Asie. Là encore, peu d'effets matériels directs à l'époque. C'est resté en second rideau au plan des déploiements militaires. L'affaire a pris un essor nouveau avec la présidence de Donald Trump. Et bien sûr, cette concurrence stratégique se traduit, entre autres, par une concurrence commerciale. C'est là-dessus que Donald Trump met l'accent. Mais aux États-Unis, il y a aujourd'hui un nouveau consensus transpartisan qui est en train de s'établir sur l'opposition, l'antagonisme inévitable entre la Chine et les États-Unis. On est dans la longue durée, au-delà de M. Trump, dans une nouvelle phase de la politique étrangère et de sécurité des États-Unis qui est dorénavant fixée sur la Chine. Et cet antagonisme, il est lié à quoi ? Il est lié au fait que ce sont les deux premières puissances mondiales, au fait que ce sont deux modèles différents au niveau de la démocratie ? Alors, en l'occurrence, c'est vraiment les deux. D'abord, bien sûr, pendant tout l'ensemble des années 90 du siècle dernier, les États-Unis n'avaient plus de concurrents stratégiques, et le simple fait qu'une nouvelle puissance émerge, et à l'époque on parlait de la Chine comme des puissances émergentes, le simple fait qu'il y ait une puissance qui émerge est naturellement vu comme un défi par les États-Unis, pas forcément par une menace, mais certainement par un défi. Et ensuite, bien sûr, la Chine, c'est l'antimodèle. Et là encore, pendant les premières décennies du XXIe siècle, la Chine avait dans l'ensemble une politique étrangère et de sécurité qui restait prudente, même si son modèle de société n'était pas du goût des États-Unis. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012, la Chine a cessé de conduire la politique
qui avait été mise en place à la fin des années 1970, la politique de Deng Xiaoping consistant pour la Chine à cacher sa brillance, j'emploie la traduction libre de l'expression employée en chinois, une Chine qui ne cherchait pas à transformer le statu quo international et qui ne cherchait pas à se montrer intimidante et a fortiori menaçante. À partir de 2012, on entre dans un tout autre épisode où la Chine non seulement est devenue l'autre superpuissance, c'est dorénavant une superpuissance, quels que soient les indicateurs militaires, politiques, économiques, stratégiques, économiques bien sûr, la Chine est une superpuissance, mais c'est une superpuissance qui a désormais des propositions de transformation du système international qui ont été mises sur la table, avec dès 2014 la proposition de créer une nouvelle route de la soie, comme on l'appelle aujourd'hui, et surtout en 2017, avec le 19e congrès du Parti communiste chinois, la Chine se propose dorénavant en modèle pour le reste du monde. Donc on est bien dans une concurrence idéologique et une concurrence qui s'est affermie du côté chinois avec la montée en puissance de la répression intérieure, quels qu'en soient les objectifs, notamment les minorités nationales, ou à travers la mise en place d'un État sécuritaire. Certains parlent de la première cyberdictature. On est donc à la fois dans une concurrence stratégique à l'ancienne, j'allais dire de type bismarckien, une grande puissance face à une autre grande puissance, ben forcément, l'ajustement est compliqué et difficile, même quand les gens y mettent de la bonne volonté. Et de l'autre côté, effectivement, un fossé idéologique qui se creuse plutôt qu'il ne se comble. Et à cela s'ajoute, dorénavant, la dimension commerciale mise en avant par Donald Trump, et qui menace non seulement, bien sûr, les relations sino-américaines, mais qui menace directement et indirectement l'ensemble du système des échanges internationaux, par ricochet. Donc, menace sur le système international. On va se tourner vers l'Europe. Quelles sont les principales conséquences pour l'Europe de cette concurrence ? Sont-elles principalement économiques ou est-ce qu'on peut y voir d'autres types de menaces ? Aujourd'hui, les Européens sont obligés de regarder la relation avec la Chine, la relation avec les États-Unis et les conséquences de la relation entre les États-Unis et la Chine comme formant partie d'un tout. On n'est plus, il y a la politique commerciale d'un côté, il y a la politique stratégique de l'autre, et quelque part ailleurs, il y a les droits de l'homme. Nous sommes dorénavant face, tant du côté américain et aussi du côté chinois, face à des protagonistes qui nous obligent peu ou prou à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et en termes commerciaux, il y a un ricochet qui, pour l'instant, est faible en ce qui concerne l'Europe. Les droits de douane américains imposés à la Chine n'affectent pas directement l'économie européenne, mais bien entendu, une Chine qui serait économiquement affaiblie par ces mesures commerciales américaines serait une Chine qui aurait une moindre propension à importer des productions européennes. Or, l'Allemagne est un grand exportateur vers la Chine. Donc, pour l'instant, on est davantage au niveau du risque que de la réalité. Le ralentissement des exportations allemandes en ce moment est dû davantage à un ralentissement de l'économie chinoise qui a été provoqué par d'autres facteurs que les mesures de Trump, qui, pour la plupart d'entre elles, sont relativement récentes. Mais au fil des mois, cet impact va probablement s'accroître.
Deuxième conséquence, et les États-Unis mettent les Européens en demeure de changer certains de leurs choix d'acquisition de matériel chinois, notamment à travers la mise en place de la 5G, l'Internet de 5e génération, où la plateforme, la société chinoise Huawei est considérée par les Américains comme étant une sorte de bras de l'État profond chinois. Et les Américains ont fait savoir de façon très, très forte que les liens entre les États-Unis et l'Europe en matière de partage du renseignement, notamment, seraient compromis si certains États européens persistaient à vouloir acheter, à passer par des commandes passées à Huawei. Face à cela, pour l'instant, les Européens ont réagi dans un certain désordre. Et les Américains posent d'ailleurs un vrai problème. C'est pas, on n'est pas dans une situation classique de pression destinée à profiter à l'industrie américaine. Les États-Unis n'ont pas de concurrents face à Huawei. Le paradoxe, c'est que les Européens en ont, avec Ericsson et Nokia, qui sont deux sociétés qui sont capables de se substituer à Huawei. Donc il n'est pas absolument évident que l'Europe ne puisse pas tirer son épingle de ce jeu, parce qu'après tout, faire travailler des sociétés européennes pour faire de la 5G, c'est pas forcément une mauvaise idée, ça peut nous faire même du bien, mais il n'en reste pas moins que nos choix sont dorénavant largement liés à l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre relation avec les États-Unis. Le fait que l'on choisisse ou que l'on ne choisisse pas une société chinoise qui s'appelle Huawei peut avoir un impact majeur, substantiel, sur nos relations de sécurité avec les États-Unis. Ça, c'est un premier et important exemple du type d'arbitrage qui va se multiplier dans les années qui viennent. On peut le dire avec une certaine assurance, tout simplement parce que la puissance chinoise continue de s'accroître et le consensus américain à l'encontre de la Chine est en train de s'élargir et de se durcir. Et lorsque vous combinez les deux facteurs, eh bien, l'Europe va se trouver prise entre ces deux acteurs et aura à déterminer ses choix, pas simplement en termes bilatéraux, mais en termes d'interaction entre l'Europe et les États-Unis dès lors qu'il s'agit d'aller ou de ne pas aller avec les Chinois sur tel ou tel sujet. Le choix est naturellement fait, il faudra choisir les États-Unis ou la Chine pour l'Europe. Est-ce que c'est vrai pour d'autres États, pour d'autres continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient ? Oui, bien sûr, mais c'est l'Europe qui en l'occurrence compte, c'est l'Europe qui est le principal marché. C'est l'Europe qui est aussi dans la situation de plus grande vulnérabilité, puisque nous avons, nous en Europe, un double problème de sécurité. On a un problème de sécurité vis-à-vis de l'Est, vis-à-vis de la Russie, et nous comptons évidemment beaucoup sur l'Alliance Atlantique, à laquelle appartiennent les Américains, comme chacun le sait, pour faire face à la Russie. Alors là encore, si l'Europe, entre guillemets, du point de vue de Washington, fait le mauvais choix dans ses rapports avec la Chine, cela peut avoir un effet de ricochet sur la volonté des États-Unis à maintenir sa garantie de défense en faveur de l'Europe à l'encontre de la Russie. Et puis, bien entendu, nous avons nos défis au Moyen-Orient et en Afrique, avec d'ailleurs parfois une composante russe là aussi. Mais tant pour la Chine que pour les États-Unis, c'est la variable européenne qui est celle qui est la plus importante économiquement, stratégiquement, politiquement. Et la question pour l'Europe est de savoir dans ces conditions, est-ce que nous saurons bâtir notre propre une stratégie
cohérente en termes de gestion de la relation avec les États-Unis d'une part, la Chine d'autre part, et en termes d'interaction entre la Chine et les US, ou est-ce que nous allons être ballottés entre des courants tourbillonnants et divisés quant à la réponse. L'affaire Huawei est de ce point de vue-là très intéressante. Est-ce qu'on pourrait trouver des vainqueurs de cette concurrence entre Chine et États-Unis? Je crains que non. Et du côté américain, du côté de l'administration Trump, on est quand même dans une vision à somme nulle, sinon négative. Et, la guerre commerciale est perçue et conduite comme s'il ne pouvait pas y avoir d'autre issue qu'un gagnant aux dépens d'un perdant. Et donc le jeu serait à somme nulle, donc dans une logique très différente de celle des décennies précédentes, pendant lesquelles les Américains, les Chinois, les Européens pouvaient partir du principe que la libéralisation des échanges, et que la mondialisation d'une façon plus générale allait se traduire par une croissance et une prospérité accrue, certes inégale, mais dont tout le monde profiterait. Là, on n'est plus du tout dans cette logique. Ça, c'est pour s'en tenir au strict domaine commercial. Dans le domaine stratégique, c'est un petit peu la même chose. Ni les Chinois, ni les Américains ne partent du principe aujourd'hui qu'il peut y avoir une entente et une coopération sur la gestion de l'espace Indo-Pacifique. On est dans une concurrence dorénavant frontale, avec un jeu à somme nulle. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui gagne, il y en a un autre qui perd, et dans des proportions similaires, voire, le cas échéant, des jeux à somme négative, où tout le monde perd, fût-ce de façon inégale. Enfin, pour conclure, sur le terrain de la prospective, est-ce qu'un changement d'administration américaine à court terme, en 2020, changerait la donne? Un changement d'administration américaine en 2020, ou plus tard d'ailleurs, il y en aura forcément une en 2024, et il y aurait vraisemblablement un changement en ce qui concerne le volet économique et commercial, et la vision trumpienne d'un commerce international à somme nulle est une vision très idiosyncratique. Hein. Il y a relativement peu de tenants de cette thèse. Et politiquement, cette vision est minoritaire. À l'inverse, le consensus américain, qui consiste à considérer la Chine comme un antagoniste et pas seulement un concurrent, un antagoniste stratégique, ce consensus-là, on le voit jour après jour se développer, s'enraciner. Là, on est dans ce que j'appelle le nouveau consensus américain. C'est pas encore la guerre froide avec l'URSS de Staline, la fin des années 40, mais ça en prend en fait le chemin. Et à la limite, l'évolution du côté américain pourrait être un durcissement, parce que Trump lui-même, d'abord, met l'accent principal sur les affaires commerciales, et deuxièmement, Trump n'a pas une appétence particulière pour les luttes idéologiques, pour les grandes confrontations d'idées. C'est pas son affaire, c'est pas du tout son affaire, et il a des mots plus aimables pour Xi Jinping que pour Angela Merkel, hein, dans ses Twitter.
D'ailleurs, dans un de ses tweets, il avait même dit, je crois que c'était au début de l'année 2018, il avait dit que l'Allemagne était pire que la Chine, mais que l'Allemagne était plus faible que la Chine. Donc cette vision du monde et du système mondial que peut avoir Trump est quelque chose qui lui est très personnel et à un petit groupe de conseillers qui sont d'ailleurs ceux qui n'ont pas changé. On parle beaucoup des conseillers de Trump qui tournent très vite. Les gens qui gèrent les affaires commerciales sont en fait restés, pour la plupart, en place. C'est entre guillemets une coterie. Avec la disparition de la coterie, il y aurait là un changement de politique. Par contre, on est parti pour des relations conflictuelles dans la longue durée entre les États-Unis et la Chine. Ça dépasse l'attitude, le positionnement et les postures de M. Trump. Avec une logique de bloc potentiellement, une politique de bloc avec la tentative d'organisation des États de l'espace Indo-Pacifique, Australie, Inde, Corée du Sud, Japon et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça ne se passe pas très bien, précisément parce que M. Trump s'intéressant essentiellement aux aspects commerciaux, et lorsqu'il ne passe pas son temps à punir la Chine, il punit le Japon ou l'Union européenne au plan commercial, ou le Canada. Et M. Trump n'est pas un faiseur de coalition. Par contre, la classe politique américaine, démocrate et républicain confondus, la classe politique, la classe des commentateurs aussi, hein, si je puis dire, est largement et parfois virulemment remontée contre ce qui est perçu comme étant une volonté d'hégémonie chinoise dans la région Indo-Pacifique. Et là, on verrait se développer la mise sur pied, la tentative de mise sur pied de coalitions stables, plus ou moins stables, dirigées par les Américains contre la Chine, dans cette partie du monde qui est devenue économiquement la plus importante de la planète, et qui est évidemment aussi vitale pour la prospérité des Européens. Donc on est parti dans la longue durée. Merci François Hesbourg. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité et de défense. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.